J'aimerais tâcher de vous répondre à une question qui m'avait été posée il y a quelque temps, il y a 3 semaines, un mois. Et cette question, c'est comment réellement sortir d'un schéma d'auto-sabotage? Pour répondre à cette question, je voulais réellement aller plus loin que tous les poncifs que l'on entend, euh, simplistes et dangereux, et qui visent essentiellement à dire, mais le monde t'appartient. Aie confiance en toi, avance, ne subis pas le regard des autres. Si c'était que le regard des autres qu'on subissait, c'est le regard de soi, c'est un regard intérieur que l'on subit. Et ces poncifs, comme je les appelais de façon un petit peu péjorative, c'est vrai, en plus d'être stériles, ils sont culpabilisants, puisqu'il y a des autosabotages que l'on n'arrive pas à dépasser, tout simplement, et en écoutant celles et ceux qui nous disent que c'est facile, il suffit de le vouloir, on va se retrouver dans une situation encore plus caduque par rapport à soi où on va culpabiliser. Aucun intérêt. Et c'est pas dans cette direction qui me semble beaucoup trop superficielle que je veux m'orienter ce soir. Encore plus en tant qu'analyste où j'essaye humblement mais avec conviction d'aller au fond des choses, d'aller chercher la causalité profonde. Tout cela pour vous dire qu'il est ambitieux. On va commencer par des choses accessibles et pour aller vers des choses qui le sont peut-être un peu moins parce qu'elles sont non pas complexes, tout est complexe en vérité. Je ne connais pas une chose dans la vie qui ne soit pas compliquée. Si vous êtes croyant et que vous croyez que vous avez la certitude que le monde a été créé par un créateur infini, rien ne peut être vraiment simple. Mais ce que je veux dire, quand des choses vont être accessibles, et ensuite ça va aller crescendo, c'est que d'autres vont être peut-être inattendues. Et le temps d'adaptation pour avoir une certaine préhension mentale sur ces choses-là, c'est ça qui va peut-être donner une sensation d'inaccessibilité. Je répète la question pour les nouvelles personnes qui se seraient jointes. Comment réellement sortir d'un schéma d'auto-sabotage? Alors ça, c'est une question à laquelle on peut répondre par une question courte, laquelle aura une réponse longue. En vérité, sortir d'un schéma d'auto-sabotage demande de se poser une seule question, vraiment une seule question. On va partir des fondamentaux. C'est quoi un être humain? Un être humain, c'est une organisation logique. Un être humain, ça a un sens. Même dans les expressions les plus terribles, les plus inattendues, les plus inappropriées, il y a une logique intime, peut-être inadaptée aux règles et aux structures du monde dans laquelle cette logique vient s'insérer ou ne pas s'insérer justement, mais un être humain est logique. C'est-à-dire qu'un être humain qui s'auto-sabote, ce n'est pas une machine grippée ou un instrument mal fichu. C'est une logique derrière. Quelle est cette logique? Et si je vais un tout petit peu plus loin, je me dirais quelles sont mes représentations qui me sont cachées mais qui m'appartiennent et qui justifient cette logique. Toute la psychanalyse est basée sur cette approche-là, à savoir que tout a un sens, que tout a une justification, pas forcément une justification dans le sens c'est autorisé, c'est profitable, mais tout est auto-justifié. Mais ce auto-là ne fait pas référence à la personne consciente, à la personne qui sait, mais à la personne inconsciente et qui subit ce qu'elle sait sans le savoir, sans y avoir accès. Et c'est pour ça que dans une approche purement analytique, on va s'attacher à questionner les représentations que l'on contient, intimes, inconscientes, et qui vont provoquer les auto-sabotages. Et l'inconscient, il ne s'interrogera jamais de front. Quand on pose la question à l'inconscient, une question brute, frontale, on entend rien, parce que l'inconscient ne répond pas. Comment est-ce qu'on va interroger l'inconscient? Comment donc on va aller chercher ces représentations, ces auto-justifications qui, pour le soi profond, pour le soi intime, pour le soi inconscient, rendent l'autosabotage tout à fait logique.
Alors, il y a des techniques, je ne veux pas en parler ce soir, ce n'est pas le but du live, mais des techniques qui vont libérer des bribes d'informations. Des bribes d'informations tout à fait conscientisables, tout à fait représentables. Ces bribes d'informations vont donner une forme de représentation globale, une carte, comme un puzzle avec des morceaux qui viennent les uns après les autres, sans rapport au début, et qui vont, au fur et à mesure, s'agencer selon des liens, des mécanismes que l'on va reconnaître dans ces liens. Et c'est ainsi que, de proche en proche, on va faire parler l'inconscient. Et c'est pour cela que j'ai envie de répondre à cette question, qui est, à mon avis, je ne peux pas oser dire pas bien posée, parce que la personne qui l'a posée savait ce qu'elle demandait. Mais on peut remettre en question cette question, si j'ose dire. Au lieu de se demander comment réellement sortir d'un schéma d'auto-sabotage, eh ben moi, je répondrais que la priorité, lorsque l'on se trouve dans un schéma d'auto-sabotage, n'est pas d'en sortir. Ce n'est pas la priorité immédiate. La priorité immédiate, c'est de comprendre. C'est de comprendre la logique sous-jacente. Ça a l'air de rien comme ça a l'air un peu bateau. Alors je vous ai dit qu'on allait crescendo, on commence par des choses vraiment accessibles. Ça a l'air un peu bateau, je disais, mais ça peut décomplexer beaucoup de gens. Beaucoup de gens se font un sang d'encre ou une estime de soi absolument catastrophique parce qu'ils croient qu'ils sont, j'aime pas trop le terme, fous. Ils sont pas normaux. Comment j'avais tout pour réussir, j'allais réussir et là, plaf, je me sabote. Eh bien non. La psychanalyse, elle vient dire, il y a un sens. Tu le connais pas, moi non plus, mais ensemble, nous allons tâcher de le découvrir, de le trahir. Et donc voilà, la première réponse que je voudrais apporter, c'est que dans toute logique d'autosabotage, il y a une logique sous-jacente, inconnue, inconsciente, et qui demande en fait à sortir et à être révélée. Alors, on va aller plus loin maintenant. On va aller plus loin. Et pour aller plus loin, j'ai besoin de vous introduire une notion qui est connue sous le triangle de Karpman, ou le triangle dramatique de Karpman. Karpman, c'était qui? C'était un psychiatre américain, je pense, et qui, à la fin des années 60, alors comme je vous disais à un live précédent, tout est modélisation. Même en psychanalyse, on modélise, c'est-à-dire qu'on représente des mouvements d'esprit ou des mouvements d'émotion compliqués par des modèles. On dit, ben voilà, il y a telle partie de l'être, qu'on appelle ainsi, qui dialogue avec telle partie de l'être, qu'on appelle ainsi, selon des occasions qu'on appelle ainsi, provoquant des effets qu'on appelle ainsi. C'est un modèle, c'est de la modélisation. Et lui, il a voulu modéliser certains types de relations sous forme triangulaire, c'est-à-dire en définissant 3 types de personnages, de prototypes de personnages, on va dire. Il y a le bourreau, enfin, ou le persécuteur plutôt, il y a la victime et il y a le sauveur. La victime subit ce que le persécuteur lui fait subir et le sauveur vient à la rescousse de la victime pour le soustraire au persécuteur et ce faisant enlève à la victime la joie de se réaliser. Voilà schématiquement ce triangle dramatique, on appelle aussi dramatique ce triangle de Karpman. Alors ce triangle-là, il a été introduit pourquoi? Il a été introduit pour... pourquoi il s'appelle dramatique? Eh bien, justement parce qu'on va se rendre compte qu'une personne, au cours d'un processus relationnel, par exemple, qu'elle se relationne avec une autre personne ou avec un projet, un désir qu'elle a, elle va tour à tour, dans une espèce de cacophonie infernale, cacophonie psycho-émotionnelle infernale, cercle vicieux, eh bien, passer d'un sommet du triangle à un autre sommet du triangle. Elle va tour à tour devenir victime, persécuteur, sauveur, victime, sauveur, persécuteur, etc., etc. Voilà pourquoi on l'appelle un triangle dramatique. Et je voulais, définir ce triangle-là, déjà pour la culture générale, mais parce que je vais reprendre maintenant ce vocable de victime, persécuteur et sauveur. Alors, j'ai préparé 2 exemples. Comme je vous disais au début de mon intervention, ce live veut aller plus loin que les poncifs élémentaires que l'on entend, et qui sont, en plus de ne pas être justes et d'être simplistes, d'être culpabilisants. Et pour cela, je vais vous montrer que les autosabotages
avoir une densité dans la compréhension que l'on en a qui est inattendue et qui les rend drôlement plus intéressants et complexes qu'il n'y paraît de prime abord. Et donc voici un premier exemple que je vous ai préparé. Ce serait l'exemple d'une personne qui aiderait les autres. Mais pas qui aiderait par altruisme, qui aiderait de façon, pardonnez-moi le gros mot, pathologique. Elle aiderait les autres. Elle serait le sauveur de nombre de victimes. Alors d'ailleurs, ça porte un nom. Hein. En psychologie, on parle de syndrome du sauveur. Et le nom est bien trouvé parce que, effectivement, face à toute personne qui va avoir un problème, la personne, le sujet, va s'investir et proposer des solutions et essayer de secourir la pauvre ou les pauvres victimes. Pourquoi elle fait ça? Eh bien, pour deux raisons qui s'équilibrent. La première, c'est qu'elle ne sait pas, ou elle ne peut pas, pour certaines raisons, s'occuper d'elle-même. Elle ne peut pas être son propre sauveur. Et donc, ne pouvant pas être son propre sauveur, elle a une image d'elle qui est extrêmement basse, extrêmement critique. Or, comble de bonheur, sauver l'autre, au niveau du narcissisme, c'est-à-dire de l'appréciation du soi, ça va la regonfler à bloc. Et voici donc qu'elle va se mettre à sauver les autres pour rehausser un moi qu'elle ne peut pas rehausser de façon beaucoup plus naturelle, normale, souhaitable, et qui serait le fait de se poser en sauveur de sa propre personne, parce qu'elle aussi, elle a besoin d'assistance. Elle aussi, elle a besoin d'être prise par la main pour grandir, pour se développer. Et voici un scénario d'auto-sabotage, qui ne dit pas son nom, et par lequel on va se laisser tomber au profit du secours pathologique des autres, qu'on va vouloir appeler « j'ai le cœur sur la main » et moi je suis généreux. Mais je ne dis pas que la générosité est critique, attention. Mais certains types de générosité, c'est pour ça que j'ai parlé de pathologique, vont cacher un manque d'appréciation de soi qui sera, disons, artificiellement regonflé, masqué par un narcissisme dopé à l'altruisme, à ce qui paraît de l'altruisme. Donc ça, c'est un premier exemple, où finalement, une personne devient son propre persécuteur malgré elle, c'est une forme de non-assistance de personnes en danger. Un deuxième exemple, c'est l'enfant surprotégé. Une mère, un père, qui l'empêche de faire l'expérience de la vie. Cette éducation-là, si on peut parler d'éducation, j'appellerais ça l'école de la victime. Pourquoi? Parce que l'enfant, puis l'adolescent, puis l'adulte, est en train de devenir une victime professionnelle. Pourquoi cela? Parce que la victime, c'est celle qui a besoin, c'est celle dont le manque est total et qui ne peut pas s'en sortir, à moins qu'un sauveur vienne opportunément lui prêter main forte. Et donc, en surprotégeant l'enfant, attention, hein, quand je parle de facteurs comme ça, de processus comme ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne veux pas verser dans la caricature. Dans une situation éducative, par exemple, je parle d'éducation ici, dans une situation éducative donnée, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais là, c'est comme si je prenais un élément et que je le grossissais à la loupe, donnant l'impression qu'il n'y a que cet élément, mais une éducation, ce n'est pas que ça, évidemment. Mais je me concentre vraiment sur cet élément-là. Et donc, cette surprotection de l'enfant va produire une victime potentielle, c'est-à-dire une personne qui ne sait pas s'assumer, qui ne sait pas se frotter aux circonstances de la vie, et donc va faire d'elle, comme je vous disais, une victime professionnelle. On en vient à une notion extrêmement intéressante, extrêmement délicate, extrêmement taboue aussi. C'est que l'auto-sabotage de ce type d'enfant ou de ce type de trajectoire éducative, de trajectoire d'existence, cet auto-sabotage, il aura une raison inconsciente. Rappelez-vous ce que je disais quand je parlais de la première réponse bateau. Les modalités inconscientes qui justifient une logique interne d'auto-sabotage. Eh bien là, l'auto-sabotage de l'enfant devenu adulte, ce sera une forme de loyauté à ses parents. Je vous demande humblement de prendre la mesure de ce que je dis. C'est pour ne pas décevoir le modèle dans lequel j'ai été élevé, c'est pour ne pas décevoir, pour ne pas destituer le père, la mère, les deux, de leur position de sauveur perpétuel, donc quelque part de persécuteur.
De là, on voit que trop de bien, un bien sans limite, c'est une destruction. Mais c'est une parenthèse que je ferme aussitôt pour poursuivre. Et donc, c'est pour ne pas destituer papa, maman, que je vais continuer, inconsciemment évidemment, à être une victime, à avoir besoin d'eux, à demander l'assistance, à avoir besoin d'une infirmière ou d'un docteur, au sens propre, au sens figuré. Au sens propre, c'est les maladies psychosomatiques. Au sens figuré, on connaît tous ces cas dans la société. Pour l'anecdote, j'ai pensé à une parole d'une musique que vous connaissez peut-être, une musique rock. Everything I do it for you. Tout ce que je le fais pour toi. Et à un moment, alors je l'ai noté parce que je ne les connais pas par cœur, il dit I would fight for you. Je combattrai pour toi, au conditionnel. Donc c'est une chanson d'amour. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une double lecture dans ces paroles et qui vont bien avec mon propos. Et pour ancrer cette notion qui me paraît tellement essentielle dans vos esprits, je me suis permis de ramener cette chanson-là. I would lie for you. Tiens, alors là on change de registre. Je mentirais pour toi. C'est-à-dire que j'enfreindrais les règles morales. Pour toi. Par amour pour toi. Vous commencez à me voir venir, je suppose. Walk the wire for you. Je marcherai sur la corde pour toi. Je serai sur le fil du rasoir. Je me mettrai en danger pour toi. Par amour pour toi, je me mettrai en danger. Et s'il le faut, I would die for you. Je mourrai pour toi. S'il fallait une preuve à l'amour que je te voue, je sacrifierai ma propre vie sur l'autel de cet amour. Et à la lecture de ces paroles, qui sont très jolies, qui ont fait soupirer plus d'un cœur, eh bien, on comprend que par loyauté envers un système, pas seulement les parents, mais j'élargis maintenant, ça peut être un système communautaire. Je pense notamment à une personne qui se reconnaîtra. Ça peut être un système familial. Et même un système familial sur plusieurs générations, où les règles qui vont nous empêcher de vivre vont se transmettre d'arrière-grand-père, arrière-grand-mère, en grand-père, en grand-mère, jusqu'à nous, et jusqu'à nos enfants malheureusement, souvent. Eh bien, pour cette règle-là, pour ces mythes-là, pour ce système-là, pour ces rôles-là qui sont attribués, et dont je ne peux pas destituer les personnes qui les occupent car elles sont trop importantes structurellement pour moi, eh bien, I would die for you. Je mourrai pour toi. C'est quoi, je mourrai pour toi? Ben, je m'auto-saboterai, évidemment. Donc vous voyez que d'une pirouette avec cette parole, avec ces paroles de chansons qui parlent d'amour, enfin, drôle d'amour quand même, eh bien, on arrive à comprendre que l'auto-sabotage peut parfois venir de cette loyauté, qui est une bonne chose, envers des parents qui ont été déréalisants, puisqu'ils nous ont fait grandir pour devenir une forme de victime professionnelle. Ça, c'était la deuxième idée. On va aller encore un peu plus loin. Le moi. Le moi, c'est la personne, la personnalité telle qu'en elle-même. Il n'est pas toujours construit, élaboré, plein, rayonnant. Bah, bien souvent, il a des blessures. Alors, parfois, il peut être, on va dire, fragmenté, hein, quand il est parasité par on va dire, des problèmes, on va dire des pathologies. Il peut être affaibli aussi, quand on traverse une période qui, tout à l'heure Émilie, tu parlais de ton lâcher-prise et que tu traverses une période de turbulence, ben, le moi est affaibli, on se sent moins capable par rapport aux enjeux hein, auxquels nous faisons face, et il peut être aussi tout simplement en construction, en élaboration, comme c'est le cas d'un adolescent. Quand le moi n'est pas complet, quand le moi est un peu branlant comme ça, il y a, par rapport à la réalité, une espèce de combat inégal, une espèce de combat de David contre Goliath. On va... Alors, quand je préparais le live, je me suis fait un schéma dans la tête, une image, une représentation qui était un Pac-Man, mais un Pac-Man monstrueux avec des dents comme des baïonnettes et un fantôme. Sauf que le fantôme, c'était le gentil, c'est moi, et le Pac-Man, c'était ma crainte. La crainte de moi devant la réalité. En fait, j'ai peur que la réalité va me manger. Et cette crainte-là, on la sent tout le temps, en fait. J'ai peur de ne pas réussir un examen. J'ai peur, je fais un chidour, j'ai peur que elle me trouve ceci, cela. J'ai peur de ne pas pouvoir briller, m'affirmer, devenir, assumer, etc., etc. Et cette crainte-là, elle est
elle apparaît sous une forme terriblement angoissante. C'est pour ça que j'avais cette image du Pac-Man qui va manger le pauvre fantôme. Et on a, par rapport à la réalité, une sorte de crainte irraisonnée. On voit le conflit qui arrive. On voit le rôle que l'on va devoir assumer. On le voit. Il est là, on le projette déjà. Rien que cette projection nous fait peur. Et je ne vous parle même pas de la peur d'avoir peur. De la peur de ressentir ce sentiment où on se trouve impuissant. Et devant cette peur, ou cette peur d'avoir peur, ou peur d'avoir peur, etc. à l'infini, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Sur la trajectoire qui nous mène au fait d'assumer notre rôle, sur la trajectoire qui nous mène à l'épreuve qui va nous faire réussir, l'examen, le shidour, l'éducation, les exemples sont innombrables, eh bien, je vais prendre la tangente, tout simplement. Je vais prendre une voie de garage. Et je vais aller botter en touche. Et c'est quoi ce garage? Il y a écrit quoi sur ce garage? Auto-sabotage. Je vais m'empêcher d'avancer parce que je sais, entre guillemets, je sais, je projette, ou j'angoisse, j'anticipe, de façon un peu morbide, que la ligne droite, la ligne vers ma destinée, va être un échec. Et donc, je m'auto-sabote. Et voilà comment des mois en construction, ou brisés, ou fragilisés, vont fabriquer de l'auto-sabotage parce qu'ils ont peur du choc qui va résulter entre ce moi qui n'a pas les épaules, soi-disant, et la réalité qui s'annonce à l'horizon et qui se rapproche dangereusement. Mais il y a une autre facette, c'est que on peut être aussi face à une personnalité qui ne se sent pas face à la victoire. En fait, on a peur d'être heureux, ou on pourrait dire, on a peur d'un œil intérieur, je vais l'appeler comme ça, d'un œil intérieur qui va contempler ce bonheur. Cet œil intérieur qui n'est pas moi, qui est même au-dessus de moi. C'est pour ça, Catherine, qu'on l'appelle le surmoi, d'ailleurs. On va prendre une image d'Épinal, une caricature, le père. T'es nul, t'es un bon à rien, tu iras en prison, tu réussiras jamais. Manque de bol, le fiston, il atterrit à Polytechnique, major de promo. Au bout des 5, 7, 8, 10 années d'études, il y a la certification. Et là, inexpliqué, le major de promo se ramasse 5 sur 20, 3 sur 20, 8 sur 20. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur de derrière le miroir, de derrière le mur où j'aurais acquis mon titre d'ingénieur, de professeur, de docteur, parce que papa, il m'avait dit quoi? T'es un nul, tu feras jamais rien, tu finiras ceci, cela. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure sur la loyauté envers les parents? Alors ça, il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Quand on a eu des parents qui nous déréalisent, il ne s'agit pas de régler ses comptes avec les parents, ce n'est pas très utile. Mais de considérer, de prendre en compte que la portée de message des réalisants, elle est réelle. Et par loyauté inconsciente envers ses parents, on peut se priver de beaucoup d'opportunités. En tout cas, voilà, c'est cette crainte devant le moment où je vais devoir supporter le rapport à un moi qui n'est pas à la hauteur. Pour poursuivre cette idée, j'ai voulu vous parler. Alors comment est-ce qu'il s'appelait celui-là? Frankl, Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie. Et lui, je crois que c'est lui en tout cas, il aurait fait un jeu de mots que j'ai trouvé extrêmement sympathique. Toujours pareil, quand je faisais tout à l'heure le parallèle avec les paroles de Bryan Adams pour former un ancrage, eh bien, j'ai voulu ramener ce jeu de mots qu'il fait. C'est un jeu de mots en anglais, ne paniquez pas, on traduit. Responsibility et responsibility. Responsibility, c'est la responsabilité. Responsibility, c'est la faculté à opposer une réponse. Et ça se prononce pareil, bien que un soit en un mot et l'autre soit une expression en deux mots. Et lui, il disait que les deux sont liés. La responsabilité, c'est très très lié, c'est très congru à la faculté à apporter une réponse. Quand il n'y a pas de responsabilité, quand il n'y a pas de faculté à apporter une réponse, on disait tout à l'heure, le grand Pac-Man de la responsabilité, de l'épreuve, du challenge, qui arrive, le petit fantôme, c'est le moi désespéré qui dit j'ai peur, je ne vais jamais y arriver, ça va foirer, c'est sûr.
Il n'y a pas de faculté à apporter une réponse. Je n'apporte pas une réponse, je reste muet. Face à la vie, face au sort, je me tais. Et là, je perds ma responsabilité. Mais c'est quoi la responsabilité? C'est une rencontre consciente entre moi et le monde. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Ça, c'est la connaissance de soi. Je sais ce que le monde me demande et je sais que les deux sont faits pour se rencontrer. Monsieur, votre fils a des graves problèmes, des graves lacunes dans telle matière. Madame, votre directeur se plaint de vos horaires. On a maintenant une occasion de se dire, je sais que ce problème, que cet enjeu me concerne, et je sais qui je suis, que j'ai la place de répondre à cet enjeu qui me questionne. La responsabilité, c'est donc la connaissance de soi réunie à la connaissance du monde. Quand il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de connaissance. Il y a de l'inconscience. Cette inconscience, en vérité, c'est la perte de contact avec le moi. Je ne me connais plus, ou je ne sais plus quel est mon rôle, ou je ne veux pas le savoir, ou je ne peux pas le savoir. Et la perte de conscience de ce qu'est le monde. C'est comme ma réalité, c'est comme mes engagements, c'est comme mes obligations, c'est comme mes devoirs. On parle souvent de droits et les devoirs. En vérité, quand il n'y a plus de connaissances, quand il y a une coupure totale, quand je ne sais plus qui je suis, et ce dans quoi je me projette, le monde dans lequel je me projette, le monde ça peut être ma famille, peut être mes amis, peut être ma société, mon entreprise, etc., etc. Eh bien, je dirais que la machine existentielle est en panne sèche. Pourquoi j'ai voulu prendre cette image, cette métaphore? Alors, ce n'est pas par sens de la poésie, mais c'est que je la trouve juste au sens où la machine existentielle, dedans il y a machine, il y a une mécanique qui est bien huilée, qui fonctionne, je suis épanoui, ma volonté rencontre le monde qui m'attend, le monde m'appelle, je réponds présent, responsabilité, responsibility, faculté à apporter une réponse, tout va bien. Mais si la machine elle est en panne, qu'est-ce qui met en panne, sinon un acte de sabotage? Le sabotage, vous savez, ça s'applique à des machines. Quand vous vous rappelez tous ces films, alors soit tragiques, soit drôles, où les Allemands ils disaient sabotage, c'était quoi qui était saboté? Ben, des camions, des voies de chemin de fer, des machines. Des machines. Et quand la machine est existentielle, elle ne marche plus, elle est grippée parce que il n'y a plus de connexion avec soi, il n'y a plus de connexion avec le monde, puisque je n'ai pas de responsabilité, puisque je n'ai pas de faculté à apporter une réponse, et ben je suis dans un auto-sabotage. J'ai saboté ma machine existentielle. Et donc voilà comment, à partir de finalement ce jeu de mots très à propos de, je crois, Viktor Frankl, on arrive à comprendre que le désistement de soi par rapport à la vie, c'est un manque de responsabilité et c'est la peur devant l'assomption, la peur devant le conflit. Donc finalement, tout se rejoint. Quand je préparais le live, je voyais bien que ça allait crescendo. Enfin, je voulais déjà donner une substance aux choses, comme j'essaie de le faire, ne serait-ce qu'en analyse. Et puis, je me demandais par quoi j'allais finir. Et j'ai trouvé une thématique qui est très particulière et apte à frapper les esprits et éventuellement à provoquer un électrochoc salutaire qui va nous aider, chacun de nous, à anticiper et à empêcher tous ces autosabotages. Et si je vous disais masochisme? Alors là, vous ne l'attendiez pas celle-là. Masochisme. Autosabotage, masochisme. Quel lien? Aucun. Apparemment, encore faudrait-il définir le masochisme. Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Mais apparemment, il n'y a pas de lien. Alors c'est là où il va falloir s'intéresser d'un peu plus près au masochisme, non pas qu'en tant que notion, on va dire, populaire, mais que notion clinique, c'est-à-dire telle qu'elle est étudiée, telle qu'elle est modélisée, justement, comme je disais tout à l'heure, et comprendre en quoi autosabotage et masochisme, ça peut aller de pair. En vérité, pour terminer ce live sur ce point-là, j'ai choisi de le faire en 3 points, finalement très simples, très logiques. Définir l'autosabotage, redéfinir en tout cas,
définir le masochisme, certainement comme vous ne l'avez jamais entendu, et boucler en disant, ben, vous voyez, il y a bien une corrélation. L'autosabotage, on a vu que c'était l'empêchement de la machine existentielle à tourner, à se réaliser. Mais c'est quoi se réaliser pour un être humain? Un être humain ne peut se réaliser que par l'acte. L'action permet à l'être humain d'être heureux. Le bonheur sans action, en ce monde en tout cas, n'existe pas. Une personne qui ne fait que rêver sera malheureuse, tôt ou tard, et plus tôt que tard. Une personne qui ne rêve pas, mais qui agit, sera plus heureuse. Quelqu'un qui a la folie des grandeurs et qui rêve à des projets grandiloquents sera un clochard épouvantablement triste par rapport à la richesse de l'artisan qui bricole des objets en métal, en bois, dans son atelier. Parce que l'un fait, l'autre rêve. Et vous voyez, l'action, c'est le sésame du bonheur pour l'être humain. Sans action, sans réalisation, pas de bonheur. Et donc, quand il y a un auto-sabotage, quand la machine existentielle, cette belle mécanique qui vise avant tout à produire, à agir sur le monde, à graver sur le monde mon empreinte, celle de ma volonté, celle de mon altruisme, comme on en parlait tout à l'heure. Eh bien, sans cette machine qui est bien huilée, sans ces actes, l'homme ne s'accomplit pas. Et donc, c'est là où je voulais en venir, et retenez bien ça pour la suite, c'est que l'auto-sabotage survient justement au moment du passage à l'acte. C'est au moment, non pas où on fantasme, on projette, lorsque l'on s'aventure dans le monde des pensées, que survient l'auto-sabotage. De façon générale, il survient lors du passage à l'acte. Et c'est là qu'il vient briser notre bonheur. Ça, c'est un point. On le met de côté. Alors, je fais un petit peu comme une analyse, où pour vous dévoiler les coulisses, peut-être connaissez-vous, si vous avez fait une analyse déjà, on pose, c'est une expression que j'emploie beaucoup en analyse, on pose du matériau sur la table. On pose des idées, on pose des tranches de vie, on pose des sensations, on pose des règles, on pose des suppositions. C'est du matériau éparse, comme les pièces du puzzle dont je vous parlais tout à l'heure. Ce matériau, après, on l'assemble au cours de l'analyse, au cours d'une même séance ou sur plusieurs séances, peu importe. Eh bien voilà, on a posé du matériau sur la table. Laissons-le de côté, mais ne le perdons pas de vue. La deuxième facette de mon raisonnement, ça va être le masochisme. Il en existe trois. Il y a, sans sexisme, ce qu'on appelle le masochiste féminin. Alors le masochiste féminin, aucun rapport avec le sexe de la personne. Le masochisme féminin serait l'apanage des femmes, comme on disait au début du XXe siècle, aux prémices de la psychanalyse, que l'hystérie était typiquement féminine. Le masochisme féminin, c'est la propension pour le sujet à se mettre dans une position soit de dépendance, soit de manque, soit d'infériorité par rapport à une personne, une situation. Il va provoquer une espèce de... comme un jeu de rôle que l'on fait inconsciemment, où on se met dans une position extrêmement déplaisante parce qu'elle est vulnérable. Ça, c'est le masochisme féminin, en vraiment deux mots. Ensuite, il y a le masochisme moral. Alors, le masochisme moral, on parlait du surmoi tout à l'heure. Le surmoi, on appelle ça une instance psychanalytique. C'est une représentation dans le modèle de la psychanalyse qui vient parler de l'autorité. L'autorité, souvent le père, pas que le père. Surtout que des mères peuvent être des pères au niveau symbolique, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Et puis ça peut être une institution, et puis ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, le surmoi, c'est tout le poids moral, tout le poids c'est comme, vous savez, dans ces dessins animés où il y a le bien et le mal, et le bien, il regarde et il dit, en caricaturant un peu beaucoup, c'est ça le surmoi. Et dans le masochisme moral, le surmoi intervient énormément. Et on assiste à et là vous allez peut-être vous représenter des personnes que vous connaissez, peut-être même est-ce vous-même, et des tranches de vie qui vont venir à l'esprit. On assiste à des mécanismes de répétition compulsive, où une personne, presque comme un robot, un peu pitoyable, parce qu'il n'arrive pas à dépasser un certain stade, il va répéter de façon compulsive
une mécanique grippée qui ne va pas aboutir, qui ne va pas dépasser un certain stade. Il va redoubler, il va retripler dans sa situation. Cette répétition compulsive, elle est notamment due à un surmoi qui est mal géré et qui vient écraser le moi, qui vient écraser la personne. Et on va aussi avoir d'autres logiques dans ce masochisme moral qui est, vous savez, tout à l'heure quand je vous parlais du fait d'embrasser la victoire, cela peut être dû, entre autres choses, à une forme de culpabilité inconsciente. On se sent coupable d'être. De réussir, c'est encore autre chose, mais même d'être. Et donc tout cela, c'est du masochisme moral, qui commence à porter bien son nom. Et puis, je ne vais pas m'étaler, le masochisme qu'on appelle érogène, c'est plus de la psychosexualité, qui n'est vraiment pas le sujet du live ce soir, où on va rechercher le plaisir par la douleur physique. Mais pourtant, j'ai voulu en parler. Pourquoi ? Et là, on va commencer à faire le lien avec l'autosabotage. C'est que, dans le cas du masochisme féminin, vulnérabilité, position de manque, d'infériorité, dans le masochisme moral, compulsion de répétition, surmoi écrasant, la culpabilité inconsciente évidemment. Et dans le cadre du masochisme érogène, les trois ont un point commun, mais frappant. C'est que c'est au moment du passage à l'acte qu'il y a... Vous vous rappelez la voie de garage tout à l'heure ? Eh bien, c'est ça. Au moment du passage à l'acte, il y a une espèce de distorsion qui se prépare. Ce qui devait se passer, ou ce qui aurait pu se passer de façon plus normale, épanouissante, heureuse, devient déviant. C'est le cas de le dire. Masochisme érogène, un couple devait avoir une union, et puis voilà que ça bascule. C'est dans la déchéance, dans la dégradation, que nous allons trouver notre plaisir. Un tel parce qu'il l'inflige, un tel ou une telle parce qu'elle le subit. Dans le masochisme moral, c'est exactement pareil. C'est au moment où je vais devoir passer le stade que le surmoi vient m'assaillir, que la culpabilité vient m'affaiblir et que la compulsivité de la répétition vient m'abrutir. Et dans le masochisme féminin, c'est exactement pareil. C'est au moment de l'assomption, de l'acte d'assumer, je vais assumer ce poste, oh, finalement je vais en prendre un de moindre importance. Je te le laisse. Je veux dépendre de toi, je veux être tributaire de toi. Je veux inconsciemment m'avilir devant toi. Au moment, finalement, du challenge qui va me faire passer d'un statut à un autre, donc au moment du passage à l'acte, dans les trois cas, patatras. Ça vous rappelle rien, ça ? Évidemment, évidemment. Qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais que l'autosabotage, ça vient saboter le moi. Et que le moi avec un grand M, c'est la réalisation de l'être par l'acte, par l'action. Au moment du passage à l'acte, l'autosabotage intervient. Et on pêche le passage à l'acte, ou alors produit un passage à l'acte aliénant, déstructurant, déréalisant. Bref, qui ne va pas beaucoup m'aider à m'épanouir. Et donc vous voyez combien, et c'est vraiment dit en très peu de mots et peut-être de façon un peu maladroite, parce que les notions sont... Alors, je vous avais parlé de complexité, vous savez maintenant à quoi je faisais référence tout à l'heure. Mais vous voyez, derrière cette question de l'autosabotage, on est très loin du « réalise-toi ». Ne crains pas le regard des autres, le monde est à toi. On est très loin de ça, parce que ça peut aller dans des sphères qu'on ne soupçonne pas et qui sont en général inaccessibles, inconscientes, qu'une analyse peut permettre de révéler, ce qui est considérable comme gain, et qui peut même aller toucher à des notions tabous, étranges, voire étrangères, parce qu'elles n'ont rien à voir apparemment, comme le masochisme. Voilà donc j'allais dire ces quelques mots, ce serait quand même un peu orgueilleux, c'est de la fausse humilité, mais c'est cet exposé sur la question comment réellement sortir d'un schéma d'autosabotage où l'on se rend compte que finalement, il va y avoir... Alors, il y avait la voie de garage, il y avait les mécanismes inconscients, il y avait
tout ce que j'ai dit au cours de ce live, finalement, va nous servir à mesurer, comme je vous ai dit au tout début, le but, c'est pas de sortir d'un mécanisme d'auto-sabotage. Parce que c'est la réalité. Un mécanisme d'auto-sabotage, c'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est ce que j'ai voulu, en m'attardant et en passant par des sphères parfois inattendues, j'ai voulu vous montrer que, vous faire toucher du doigt, vous donner un aperçu que le mécanisme d'auto-sabotage, c'était quelque chose de sérieux, de complexe, de pas facilement abordable. Et donc, à mon sens en tout cas, en sortir, c'est évidemment le but. On ne va pas se le cacher, et on espère en sortir, ou aider l'autre à en sortir. Mais le but premier, c'est de comprendre la logique derrière. Parce que, il y a une logique, et deuxièmement, sans la compréhension de cette logique, qui est une logique cachée, et comme d'habitude, pour les processus inconscients, c'est caché mais puissamment agissant, sans la compréhension de cette logique, donc, il ne peut pas y avoir de sortie de ces mécanismes d'auto-sabotage.